Le Japon, pays de légendes aux créatures fantasques, de l'ère Edo à l'empire Meiji, des temples bouddhistes et shintoïstes à ses milliers de torii, de sa gastronomie mais aussi de sa fâcheuse habitude à écrire sur les cailloux plutôt que de les pitonner, le Japon propose un cadeau de grimpe bien loin de celui que l'on connaît chez nous, et aujourd'hui, eh bien j'avais envie de vous le raconter. Bonjour à tous, je suis Miguel de la chaîne YouTube Caillou TV, et aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de l'escalade au Japon. Alors pour ceux qui ne le savent pas, début mars j'ai décollé pour le Japon pour un voyage de 2 mois et demi, une première pour moi qui m'aura permis de découvrir la culture millénaire du pays, mais également ses cailloux. Et si à la base j'avais prévu de vous sortir un parlant caillou sur l'histoire de l'escalade japonaise, et bien malheureusement, à une époque où la mondialisation permet pourtant à nos frigos de parler dans 252 langues différentes, le contenu de grimpe japonais reste lui très marginal, et sa traduction anglophone et francophone presque nulle. Alors bien qu'ayant acheté pour un peu moins de 100 € de livres sur le sujet, mon niveau actuel de japonais, inférieur à celui d'un frigo, ne me permettant pas de traduire tout ça dans un laps de temps convenable, j'ai préféré vous proposer un contenu plus pratico-pratique dans un premier temps, et c'est pour ça que je vous propose aujourd'hui de vous résumer les 10 sujets à maîtriser pour aller grimper au Japon. Numéro 1, est-ce que le Japon est un pays de grimpe? Lorsque l'on va grimper dans un pays étranger, la première question à se poser est: y a-t-il des cailloux? Et au Japon, la réponse est évidemment oui. En effet, le pays est géographiquement situé sur ce qu'on appelle communément le Ring of Fire, comprenez anneau de feu, une zone déterminée par la liaison de multiples plaques tectoniques qui encerclent l'océan Pacifique et qui est bien connue pour ses tremblements de terre et ses nombreux volcans. Pas le meilleur endroit pour construire un foyer stable donc, mais comme je le dis toujours, avant de choisir entre le paradis et l'enfer, rappelez-vous que c'est pas sur des nuages que vous pourrez envoyer vos meilleurs 360 en eau-foot. Le Japon est donc globalement recouvert de tout un tas de massifs montagneux de taille plus ou moins grand, répartis sur 4 îles principales, ce qui nous offre un terrain de jeu parfaitement adapté à tout type d'escalade. Ces 4 îles sont nommées Hokkaido, la plus au nord, Honshu, la principale, Shikoku, la plus petite, et Kyushu, la plus au sud. Sur Hokkaido, vous pourrez retrouver pas mal de sites de falaises, avec le site d'Akaiwa au sud de l'île et Sakuen ou ses grandes voies, mais surtout Ishigaki-yama au centre, bien connu pour son escalade traditionnelle de fissures, ou Miyarashi-iwa pour de l'escalade sportive plus au nord. On traverse ensuite la mer pour arriver sur l'île principale au nord de Honshu, et si très peu de sites sont référencés en ligne, sachez qu'il en existe beaucoup répartis dans toute la province d'Iwate qui vous permettront de pratiquer bloc, trad et voie, une région dont la principale ville Morioka a d'ailleurs accueilli une étape de Coupe du Monde il y a 2 ans. On arrive ensuite dans la région la plus fournie de l'escalade au Japon, avec le centre d'Honshu. C'est ici que vous retrouverez la grande majorité des sites. On commence par quelques spots de bloc assez humbles au nord, puis on citera évidemment Ogaoyama ou Mizugaki, à peine 3 heures à l'ouest de Tokyo, où vous pourrez pratiquer escalade sportive, traditionnelle ou du bloc. 2 spots situés juste à côté l'un de l'autre et qui sont en termes d'importance nationale un petit peu les Fontainebleau japonais. Ogaoyama a connu une heure de gloire importante par le passé, et s'il reste aujourd'hui très populaire, eh bien c'est plutôt Mizugaki qui explose, ainsi que vous avez d'ailleurs pu apercevoir dans le dernier Reel Rock avec l'épisode sur le grimpeur japonais Sachi Hama. Toujours dans la même région mais plus au sud, on citera aussi la péninsule d'Izu avec plusieurs sites comme Makuiwa ou Jogasaki, parfaits pour de l'escalade sportive et traditionnelle. Et enfin, je ne pourrais pas ne pas mentionner le site d'Ena, repère du très haut niveau de bloc actuel, avec quelques 8C+ blocs et où beaucoup de très forts grimpeurs japonais repoussent actuellement les limites de la discipline. Enfin, dans la partie sud d'Honshu, on retrouve le Kansai, région probablement la plus touristique du Japon, avec le triangle Kyoto, Osaka et Kobe. Et ici aussi on retrouve encore quelques sites plus humbles, notamment en bloc, avec Kasagi ou Kitayama, qui a la particularité d'être situé dans un parc à la frontière entre Osaka et Kobe. Par contre, en descendant encore un peu plus du côté d'Hiroshima, les sites se font plus rares et c'est probablement la région la moins développée du pays en termes d'escalade. Pour Shikoku, c'est un peu la même chose. Selon les grimpeurs que j'ai rencontrés, l'île a un immense potentiel, mais elle est peu habitée dans les terres et surtout développée sur la côte en termes de transport. Vous y trouverez bien quelques cailloux répartis de manière sporadique, mais elle ne présente pas encore de sites majeurs bien référencés. Enfin, sur Kyushu, on retrouve quelques gros sites à ne pas manquer, comme Yugami pour la voie, et 2 autres sites côte à côte plus au sud, Inokage et le mont Ye, bien connus grâce à un certain Daiko Yamada, légende de l'escalade japonaise qui avait libéré son mythique Horizon en 8C blocs. Alors bien sûr, il ne s'agit là que d'une liste non exhaustive des sites de grimpe au Japon, et évidemment il en existe des milliers d'autres, et surtout des plus petits, et certains dont les informations sont assez difficiles à trouver. Quand je dis par exemple que Shikoku est une île pleine de potentiel mais mal référencée, eh bien gardez en tête que c'est un peu le cas de toute l'escalade au Japon, qui n'a pas la chance de bénéficier comme nous en France de structures opérationnelles fortes pour rendre la pratique et ses sites naturels vraiment accessibles. Ce qui nous amène au deuxième point de la vidéo. Numéro 2, comment trouver des infos sur les sites de grimpe.
Comme je vous l'ai dit plus tôt, le contenu de grimpe japonais n'est que très peu traduit. Pour trouver ces sites et leurs informations, il vous faudra donc chercher un peu. Certains blogs détaillent les plus gros sites, mais globalement les ressources en ligne sont assez pauvres. Pour vous donner une idée, ça c'est le site anglophone le plus détaillé que j'ai trouvé sur Ogawayama, l'un des sites les plus connus du pays. Pour avoir une vue d'ensemble, je vous conseille plutôt de vous tourner en premier vers les applications web ou mobiles répertoriant les sites d'escalade. En France nous avons Climbing Away, mais si celle-ci contient aussi quelques infos sur des sites japonais, elle est très incomplète et je vous encouragerais à privilégier The Crag, son pendant australien, ou Vertical Life, même si là encore les informations seront souvent succinctes et incomplètes. Et oui, puisque la véritable utilité de ce genre d'appli, c'est avant tout de cibler un site pour ensuite essayer de trouver son topo papier. Pour les trouver, deux options possibles, soit vous rendre dans des salles d'escalade comme Bipump Ogikubo à Tokyo, ou alors un magasin d'outdoor comme Kamoshika qui est un petit peu l'équivalent japonais d'un vieux campeur. Et je précise bien l'équivalent du magasin, puisque en vrai un Kamoshika c'est un peu un genre de serre sur lequel on aurait utilisé une carte polymérisation pour le fusionner avec un raton laveur, et ça n'a aucun rapport avec une personne âgée qui bivouac. Là-bas vous trouverez un grand nombre de choix de topos récents. Personnellement j'ai acheté les topos Bouldering Area in Japan, qui en plus de rentrer dans la liste des rares jolis topos que je connais, couvrent une grande partie des sites de blogs du pays. Il en existe deux, un pour le nord et un pour le sud, que je vous encourage à compléter avec un topo plus spécifique lorsque vous allez sur un gros site comme Ogawayama ou Mizugeki par exemple. J'ai aussi pas mal entendu parler de la série de topos en 4 volumes Free Climbing in Japan 100 Rocks, mais de ce que j'en ai lu sur le net, ceux-ci semblent un peu dépassés, et s'ils sont restés pendant longtemps la référence en matière de topos au Japon, les nouveaux topos sont plus spécifiques et bien plus complets. Dans les topos pas de dépaysement, ils sont construits plus ou moins comme les nôtres, vous y trouverez des cartes du site, des photos ou dessins des blocs, ainsi que notre prochain sujet, numéro 3, les cotations. C'est bon, vous avez les informations du site, vous arrivez sur place, vous ne comprenez rien au topo, mais vous voyez un petit 1 suivi d'un caractère japonais, 1 c'est pas loin de 0, ça doit être facile, et pouf, on se retrouve fesse contre épaule à taper son meilleur Uno sur les crashpads, ça peut piquer. Car oui, si on voit les japonais utilisent principalement les systèmes de cotation américains ou européens, en bloc, ils font partie des rares pays à avoir leur propre système de cotation. Un système bien particulier, le Dankyu, à ne pas confondre avec le Dakyu, qui lui est un sport équestre japonais similaire au polo et qui n'a rien à voir. Et bam, 2 infos pour le prix d'une. C'est pas une émission de culture ça ? Enfin bref, si vous avez regardé ma vidéo sur le système de cotation européen, vous vous rappellerez peut-être que les premiers systèmes allaient du chiffre le plus grand vers le 0, niveau le plus difficile. Et bien le système japonais commence un peu de la même manière, en partant de 10 jusqu'à 1, sauf que derrière, il remonte de 1 jusqu'à un infini théorique, même si aujourd'hui la limite atteinte est de 6, qui équivaut à 8C+/9 à bloc. La première partie décroissante s'appelle les Q, et la seconde partie croissante s'appelle les Dan. Et d'ailleurs, je dois dire que je trouve ça assez marrant de voir qu'on s'est vraiment tous plantés quand on a créé les systèmes de cotation en allant vers le bas, sauf que là où nous on a juste inversé le système, les japonais ils se sont dit on fait demi-tour ? Allez. Un concept qui vous dit peut-être quelque chose puisqu'il est tiré des arts martiaux japonais, où les ceintures de couleur et blanches sont appelées Kyu et les différentes ceintures noires Dan. Les Kyu sont alors considérés comme les niveaux d'apprentissage et les Dan comme les niveaux de maîtrise. Et en considérant donc que un Dan est à peu près équivalent à 7 A+, eh bien je pense qu'on pourra dire que ma vie n'est qu'un éternel apprentissage. Enfin bref, à partir de là, rien de bien compliqué, il existe sur internet pas mal de tableaux de comparaison entre les cotations. Pour repère, un 6A équivaut environ à un 4Q, un 7A 1Q, un 8A 3 Dan, mais ces équivalences sont très approximatives et on vous conseillera surtout de laisser votre ego à la douane pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Numéro 4, où se procurer du matériel. Pour grimper au Japon, comme dans tous les pays du monde, il vous faudra du matériel, et à moins de vous appeler Alex Honnold, ce matériel est légèrement encombrant. Or, dans un monde où un supplément bagage coûte aussi cher qu'une prise d'escalade de 30 cm, ah non, mauvais exemple. Il est souvent bien préférable de s'en procurer sur place, à l'exception peut-être de vos chaussons qui restent un passe-partout indispensable. Au niveau des petits accessoires comme de la magnésie, des mousquetons, des longes ou des systèmes d'assurage, vous pourrez en trouver dans les magasins Kamoshika que j'ai cités plus haut. Mais bon, tout ça, ça ne prend pas vraiment beaucoup de place dans un sac, le problème c'est véritablement la corde et le crashpad. Pour la corde, pas de miracle, vous pourrez en acheter une en magasin, mais ce sera aussi difficile de la ramener ou de la revendre, et je vous conseille surtout d'aller chercher des partenaires de grimpe sur des groupes Facebook comme Rock Climbing Japan. Et oui, Facebook a encore au moins une utilité valable, alors je propose qu'on lui laisse. Pour les crashpads par contre, même s'il faudra vous renseigner avant, ce n'est pas rare que les campings ou certains restaurants à proximité des sites en prêtent, comme ce Shokudo pittoresque qui en plus de proposer le topo et des brosses, vous permettra de déguster un hamburger au cerf de la région. Fantastique. Numéro 5, quelle est la meilleure saison pour grimper? Niveau météo, le Japon est un pays assez particulier. Extrêmement étendu du nord au sud par rapport à sa superficie, la pointe nord d'Hokkaido est au niveau de Bordeaux, alors que sa pointe sud est au niveau de Marrakech. Vous avouerez que ça fait donc une petite différence.
Paradoxalement, à Hokkaido, on retrouvera des températures équivalentes à la pointe nord de la France, pouvant descendre jusqu'à -10. On y privilégiera donc la grimpe autour de la saison estivale. Au centre du Japon, on retrouvera des températures plus similaires à celles comparables dans le reste de la France, avec un hiver légèrement plus doux, et les meilleures saisons pour y grimper seront donc au printemps et à l'automne. Attention cependant, malgré ces températures assez clémentes, et quoi qu'en disent les Japonais et leurs maisons en papier chauffées à la climatisation toute l'année, il peut tout de même faire assez froid, avec de grosses quantités de neige, notamment dans les Alpes japonaises, zone où l'on trouve de nombreux sites d'escalade, et certains comme Ogawayama ou Mizugaki sont fermés pendant l'hiver et n'ouvrent généralement que courant avril. Alors dans les faits, les sites eux ne sont jamais véritablement fermés, mais comme il y a trop de neige pour y accéder, les routes et les logements le sont, donc bon courage. Enfin, au sud du pays, il vous faudra vraiment éviter l'été si vous souhaitez grimper, car avec un climat tropical, en plus des températures chaudes, il y pleut énormément et vous ne savez que trop bien que cailloux plus chaleur plus humidité égale échec, rage, perte de confiance, et enfin, non mais je te dis que c'est morpho et puis je suis crevé du jet lag, vas-y ça me saoule, je comprends rien à leur cotation. Numéro 6, grimper en salle. Depuis le début de la vidéo, je parle de grimpe en extérieur, et effectivement si le but de faire le tour du monde est surtout d'aller découvrir de nouveaux cailloux, découvrir la grimpe indoor du pays n'est pas pour autant à exclure, surtout si la météo n'est pas de votre côté. Au Japon, si dans les grandes villes le nombre de salles d'escalade est globalement similaire au nombre de salles en France, elles sont radicalement différentes. Oubliez les climbing lofts et leurs luxueuses infrastructures comprenant bars, sauna, espaces de coworking et restaurants avec burgers végétariens à base de boulgour et de betterave. Non, ici on veut grimper. Et qu'est-ce qu'il nous faut pour grimper? Des prises. Alors on en met partout, mais genre vraiment partout. Fun fact, j'ai vu un mec rentrer dans la salle avec une chemise désiguale, il s'est mis sur le mur et pouf, il a disparu du champ d'action de Maritime jusqu'à retomber sur les matelas. Plus sérieusement, les murs sont recouverts de prises, bien moins aérés qu'en France, et si ça donne un côté esthétique un peu moins attrayant, c'est une optimisation bien pratique pour augmenter le nombre de problèmes dans des salles parfois très petites. Car oui, au Japon, si les salles les plus connues sont assez spacieuses, il n'est pas rare de tomber sur une salle composée uniquement d'une petite pièce, avec un ou deux murs ressemblant plus à nos pans d'entraînement. Mais alors, est-ce que c'est moins bien? Eh ben non, parce que ça grimpe, et ça grimpe même sacrément fort. À Tokyo, vous trouverez par exemple la salle Bipump Ogigubo pour ne citer qu'elle, réputée pour être la salle la plus difficile du pays et même du monde, avec un mur de compétition et plus de 10 niveaux différents contre environ 6 ou 7 dans nos salles d'escalade classiques. Les athlètes du monde entier y passent à chaque séjour asiatique pour parfaire leur entraînement. Alors pas d'inquiétude non plus, si les Japonais sont vraiment réputés pour être très forts sur résine, il existe aussi, comme chez nous, des cotations tout à fait normales pour débutants. Non, le plus gros bémol des salles d'escalade au Japon pour un étranger, c'est autre chose, le prix. Car si une entrée coûte à peu près aussi cher qu'en France, voire un peu moins, disons 14-15 €, vous devrez quasiment systématiquement payer une deuxième fois le prix si c'est votre première fois dans la salle pour y adhérer. Ce qui nous donne une entrée à plus de 30 €, équivalent à environ 4 ramen. Choisis ton camp, camarade. Enfin, vous aurez peut-être remarqué que je ne vous montre que des images de salles de bloc, et c'est assez significatif puisqu'au Japon, les salles de voie sont très rares. Une absence qui s'explique probablement par des loyers extrêmement élevés dans les villes, et si vous voulez grimper encordé en indoor, il vous faudra bien chercher. Numéro 7, la langue. Et on rentre maintenant dans les domaines un peu plus logistiques avec ce qui peut paraître comme le principal problème d'un voyage d'escalade au Japon, le japonais. La langue japonaise. La langue. Car comme je le disais en introduction, à l'exception de Tokyo, vous n'aurez pas souvent l'occasion de trouver des traductions anglaises, et même si je ne peux que vous conseiller d'apprendre des bases de japonais pour votre culture, dans la réalité, vous aurez beau vous sentir bilingue après avoir fini les 3 premières leçons de Duolingo, vous vous rendrez vite compte que dire mon docteur est un papillon rouge ne vous permettra pas de subvenir à vos besoins primaires très longtemps. Cependant pour ça, pas d'inquiétude, la technologie a tout prévu. Pour tout ce qui est repérage et déplacement, Google Maps est encore plus développé que chez nous, avec les horaires des transports directement sur l'application, et même parfois le numéro de votre voix. Pour la traduction, je vous recommande également les applications Papago ou Google Lens qui permettent toutes les deux de prendre en photo un texte pour le traduire automatiquement, parfait pour lire un menu de restaurant ou les informations d'un topo sans être dans l'urgence. Dans les applications utiles, je vous conseillerais aussi d'installer Akebi, un dictionnaire franco-japonais pour trouver des mots plus spécifiques et qui permet également de trouver une traduction en dessinant directement les symboles japonais. Maintenant pour la communication entre humains et particulièrement sur les sites d'escalade, même si la barrière de la langue sera toujours forte et que les japonais ne maîtrisent pas énormément l'anglais, vous trouverez toujours un moyen de vous faire comprendre. Le sport est un langage universel et les japonais seront très souvent enthousiastes à l'idée de vous accueillir sur leur crashpad le temps d'une session. Attention cependant à ce sujet, vous aurez une phrase à retenir, Mato okari shimasu. Ce qui veut littéralement dire j'emprunte votre crashpad, et si c'est vrai qu'en France on ne le demande pas tout le temps, au Japon c'est très important.
Pour le reste, beaucoup de termes de grimpe viennent de l'anglais, à l'image de réglette qui se dit crimpu ou pince avec pinchu, donc vous aurez quelques repères un peu familiers. Mais comme de toute façon en escalade on parle plus pour se trouver des excuses que pour de la vraie grimpe, voici une petite liste de mots qui vous sera fort utile. Kawaii veut dire effrayant, Abunai dangereux, Shimeta humide, Numeru ça glisse, Futsukayoi gueule de bois. Et je m'excuse d'avance, mais j'ai pas trouvé comment dire ces morphos, mais bon ça je pense que c'est tout simplement parce qu'ils sont tous tout petits. Numéro 8, les transports. Si vous pensez que l'avion est le seul moyen possible pour vous rendre au Japon, je vous invite à reconsidérer l'essence même de votre rapport au voyage, à questionner votre tout goût intérieur et vous rappeler qu'après tout, l'aventure c'est d'abord le chemin qu'on a parcouru. Après, il est vrai que lorsque ce chemin à parcourir est parsemé d'un pays en pleine période d'invasion de son voisin ou de plusieurs nations présentant des conflits internes, je ne peux pas vraiment vous proposer un itinéraire alternatif tout tracé. Ceci étant, je ne peux que vous encourager à le faire. Enfin bref, une fois arrivé dans le pays, une myriade de possibilités s'offre à vous. D'abord, la voiture. Alors si vous faites une recherche rapide sur internet, on va essayer de vous vendre le Japon comme le pays du road trip ultime. Un petit paradis de béton aux bandes blanches aussi luisantes que votre front en sueur sur un Reta. Alors je vais pas vous mentir, la voiture peut se révéler très pratique pour aller sur certains sites comme Ogawayama, qui est un petit peu difficile d'accès par exemple, mais elle reste très loin d'être indispensable. D'abord, elle est très chère, comptez environ 350 € la semaine plus l'essence, et surtout le système de transport en commun est si bien développé que très peu d'endroits sont complètement inaccessibles. Pour les grandes distances, vous pourrez vous déplacer en Shinkansen, ce train au bec d'oiseau, malheureusement aussi similaire à notre TGV au niveau de la vitesse que du prix, mais vous pourrez aussi trouver des alternatives bien moins chères, avec des bus de jour comme de nuit qui sont très réguliers et surtout bien plus confortables que les nôtres. Arrivé en ville pour vous rendre sur un site de grimpe situé en périphérie, il vous faudra absolument vous munir d'une IC Card, une carte que vous pourrez vous procurer dès Tokyo et qui fonctionne comme un abonnement de transport en commun classique, sauf qu'au Japon, elle est utilisable dans quasiment tout le pays. Vous aurez juste à la recharger à la borne et vous pourrez utiliser des métros, des RER, des trams, des bus et parfois même des bateaux. Enfin, si le réseau de transport s'arrête régulièrement avant les sites, vous pourrez souvent compléter avec un peu de marche. La marche d'ailleurs, parlons-en. Si vous souhaitez faire du trek, sachez que les Japonais ne marchent pas. Alors le concept de balade est bien connu, mais se déplacer à pied d'un point A à un point B, situé à plus de 10 minutes, est quelque chose d'assez marginal. Vous trouverez donc beaucoup de sentiers de randonnée, mais on voit souvent qu'ils ne sont pas faits pour le trek, et là où en France on va toujours avoir des itinéraires pédestres continus pour joindre deux points, ici ce n'est pas rare de tomber sur un cul-de-sac, ou de se retrouver au bord d'une nationale sans trottoir, ce qui donne un aspect un peu moins champêtre au trajet. Enfin, si malgré ça vous décidez tout de même de louer une voiture, sachez que le permis français n'est pas valable au Japon, mais vous pouvez le faire traduire pour obtenir un permis international valable 2 mois. N'oubliez pas non plus que là-bas on roule à gauche, mais honnêtement c'est très facile de s'habituer si vous restez concentré, et pour les panneaux en japonais, encore une fois Google Maps est surdéveloppé, et si vraiment il y a un gros panneau qui dit attention danger, vous comprendrez que ça veut dire attention danger. Numéro 9, la nourriture. Pour bien grimper, il faut bien manger, et ça tombe bien puisqu'au Japon c'est plutôt facile. La nourriture est très peu chère et les portions sont plus que respectables. Pour exemple, un ramen en restaurant vous coûtera entre 5 et 8 €, à peu près le même prix que pour un curry japonais ou un omurice, et comptez 1 € de plus pour un plat à base de viande comme un tonkatsu, un plat de porc pané ou des karaage, les fameux poulets frits. Et si manger pendant tout votre séjour ce genre de nourriture peut vous paraître assez déséquilibré, bah déjà sachez que j'ai fait ça pendant 2 mois et demi et je n'ai aucun regret. Mais surtout, manger ça en restaurant est aussi facile avec ce qu'on appelle les restaurants Shokudo, qui proposent des 7000 en anglais, à savoir des menus préparés et parfaitement équilibrés où vous trouverez toujours un bol de riz, une soupe miso, une viande ou un poisson et plein de petits accompagnements de légumes ou racines fermentées pour un prix d'environ 8 €. Et si le restaurant est tout de même un peu trop cher pour vous, vous trouverez votre bonheur en grande surface, mais surtout dans les combini, les fameux convenience stores japonais ouverts 24 h sur 24, 7 jours sur 7, équivalent de nos Carrefour City ou Franprix, qui propose des dizaines de plats préparés. Sauf qu'à la différence de nos Carrefour City ou de nos Franprix, où un plat préparé est synonyme de suicide gustatif, de famine et de perte de votre capital financier, ici un plat copieux vous coûtera environ 5 € et sera quasiment tout le temps bon, voire très bon. Numéro 10, le logement. Au Japon, sachez que le bivouac sauvage est interdit, on ne peut donc pas poser sa tente n'importe où, mais ce n'est pas vraiment un problème puisque les Japonais sont fans de camping et vous en trouverez partout dans le pays. Leur prix varie de 2 à 10 € grand maximum par personne, donc c'est vraiment pas cher, et concernant le confort, c'est assez paradoxal. D'un côté, on est très loin des campings presque villages que l'on trouve parfois en France avec piscine et activités, il n'y a pas d'emplacement, on plante sa tente où on peut sur un terrain vague, et vous trouverez souvent tout juste une réception avec quelques snacks. Mais de l'autre côté, vous pourrez souvent y louer tout ce dont vous avez besoin, comme une tente, un tapis de sol, des matelas et même un barbecue. Et à ce sujet d'ailleurs, sachez que le barbecue c'est un petit peu la raison d'être du camping au Japon, hein. On a même beaucoup de Japonais qui viennent au camping, qui font un barbecue ensemble et qui ne restent même pas pour dormir.
Enfin, si le temps ne s'y prête pas ou que vous cherchez plus de confort, vous trouverez aussi facilement des auberges japonaises à partir de 20 € la nuit par personne. Pour les trouver, là encore, Google Maps sera votre ami, tout comme Booking, Airbnb ou les dizaines de sites japonais de réservation de logement. Et si les chambres privées ne sont presque pas plus chères lorsque vous êtes deux, les dortoirs collectifs sont aussi très confortables. Vous avez souvent des lits capsules avec des rideaux, une prise et parfois un locker qui vous permettent d'avoir votre mini-chambre privée. Et voilà, c'est donc sur ce dernier point que se termine cette vidéo d'aller grimper au Japon. Un nouveau sujet et un nouveau format même, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Moi j'aimerais bien à l'avenir vous proposer d'autres formats du même genre, en allant pourquoi pas dans de futurs pays de grimpe exotiques, et peut-être avec des sujets aussi plus poussés. J'aimerais beaucoup, donc je vous l'ai dit en début d'émission, m'intéresser à l'histoire du Japon, mais ça demande beaucoup plus de temps. Donc n'hésitez pas non plus à soutenir la chaîne en laissant un j'aime sur la vidéo, en vous abonnant, et pourquoi pas à venir nous soutenir sur notre page Tipeee. Voilà, je leur dis à chaque fois, mais c'est vrai que ça nous aide beaucoup et ça me permet de faire des projets de plus grande envergure. Enfin, moi j'espère encore une fois que vous avez apprécié la vidéo, et sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss!